C'est le rôle. Le candidat l'a dit, sa mission est de protéger les Français. Donc, on peut essayer de comparer ça à un bouclier, finalement. Hein. C'est le bouclier sanitaire qui va protéger les Français. Lutter contre les inégalités de santé, ça a l'air d'être une phrase simple, mais ça veut dire beaucoup de choses. Déjà, la santé, c'est dans toutes ses composantes. Toutes ces composantes, c'est la prévention, le dépistage, le soin, le suivi. Donc il ne faut rien oublier, le soin, on parle toujours du soin, mais le soin, c'est qu'une partie de la problématique de la santé, et on verra avec Pascal l'importance qui est donnée à la prévention. Et puis la santé, c'est quelque chose de global, c'est quelque chose qu'on appelle One Health maintenant, un petit peu partout, c'est ce qu'on respire, ce qu'on boit, ce qu'on mange, l'exercice qu'on fait. Donc c'est dans cette idée-là que le programme est construit. Et puis lutter contre les inégalités de santé, l'accès à la santé, ce sont toutes ces inégalités. Que ce soit des inégalités financières, et là on est dans la droite ligne de ce qui a été fait sur le 100% pour les dents, les yeux, les oreilles. C'est lutter contre les inégalités territoriales, et forcément on va en parler, et Sébastien nous parlera justement de cette territorialité. Et puis c'est lutter aussi contre des inégalités d'accès pour certaines parties de notre population, les enfants, les femmes, nos aînés, les personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc voilà un petit peu tout ce que regroupe se lutter contre les inégalités d'accès à la santé. Deuxième point, et Emmanuel Macron l'a dit, faire de la France le pays leader européen dans l'innovation en santé, leader européen avec les nouvelles technologies, extrêmement important. On va parvenir, Sébastien pourra nous dire un petit peu, nous faire déjà le listing de tout ce qui a été fait, mais on voit qu'il y a une logique, il y a un sillon qui a été tracé dans ce sens ces dernières années, et on va continuer ce sillon. Et puis troisième point, assurer la souveraineté en santé de la France, bien sûr pas toute seule, au sein d'une Europe de la santé forte, l'Europe de la santé étant un axe aussi qui a été mis en place et qu'il va falloir continuer. Donc voilà les trois grands axes de la santé qui fait partie de ce pacte intergénérationnel. Et puis on va les uns après les autres décliner rapidement trois points. Donc le point sur la prévention, le point sur la territorialité et le point sur l'hôpital. On parlera un petit peu après de la méthode et on sera ouvert au feu nourri de questions. Merci François. Sur ces trois points, donc Pascal va nous parler de prévention. Philippe de Normandie nous accompagne et va jouer un peu le rôle d'aiguillon. Donc si les questions ne sont pas suffisamment nombreuses et si éventuellement vous avez des questions un peu trop tièdes, vous savez, chez Nil, on n'aime pas du tout la langue de bois. Donc je fais confiance à Philippe pour pouvoir poser les questions qui sont les bonnes questions qui vont bien. Et Pascal, un sujet sur lequel on a été très très fortement alerté quand on a préparé cette table ronde, et en particulier par les gens qui sont inscrits, c'est la question de la prévention. Absolument. Et ça fait partie véritablement des points sur lesquels les gens nous ont dit en gros, ça va, on a parlé de prévention, ça fait des années qu'on parle de prévention, et au bout du compte, il n'y a pas de vraie prévention et de politique de prévention. Qu'est-ce que vous proposez? Alors, tout d'abord, je vais d'abord revenir un petit peu sur la méthode qu'a présentée François, parce que c'est important pour dire que rien n'est figé à ce jour et que le projet est en constante évolution. Et ça me paraît très important, parce que la verticalité, ça n'est pas du tout l'ADN du candidat. On le sait très bien. On a annoncé qu'il y aurait une conférence des parties prenantes si jamais l'élection lui assure la continuité de ce qu'il veut mettre en œuvre. Et cette conférence nous permettra justement d'aller beaucoup plus loin dans les projets qui ont été dessinés dès maintenant. Le rôle des relais, François en a parlé, est très important parce que ça nous a permis de toucher un petit peu les remontées du terrain. Parce que certes, nous sommes tous les trois professionnels de santé de terrain, ce qui nous permet quand même d'avoir notre propre expertise, chacun dans notre domaine. Et avec les responsabilités qui sont les nôtres de part et d'autre, on avait déjà beaucoup d'idées. Mais les rencontres que nous avons pu faire depuis plusieurs mois maintenant nous ont nourris au fur et à mesure et nous permettent de construire, d'échanger. On parle beaucoup entre nous et de voir ce qui va, ce qui ne va pas et ce qu'on peut améliorer. Donc, vous parlez de la prévention. Ça n'aura échappé à personne que déjà en 2017, le candidat Macron avait mis la prévention au cœur de son programme santé et tout le monde en attendait beaucoup. Alors, on ne va pas revenir sur les raisons qui ont fait qu'on n'a pas pu mettre en œuvre tout ce qu'on aurait voulu et que le quinquennat, finalement, en matière de ce qui aurait pu être fait, a été fortement réduit par la crise sanitaire. Et on ne peut pas revenir là-dessus, mais c'est un fait. Cette crise sanitaire, néanmoins, nous a permis aussi de voir
ce qui allait bien, ce qui n'allait pas et ce sur quoi on pouvait mettre l'accent. Donc sur la prévention, beaucoup a été fait quand même. Je pense qu'il faut rappeler les 1000 premiers jours qui ont été portés par Adrien Taquet notamment sur les enfants. Et ça, c'est un axe très fort parce qu'on sait très bien que les inégalités arrivent dès l'enfance et c'est à ce moment-là qu'on peut déjà commencer à essayer de les contourner ou justement de les compenser. Donc, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été fait parce que chacun le sait ici, mais il faut aller plus loin dans la santé de l'enfant. C'est quelque chose qui tient à cœur aux candidats et aux équipes qui ont élaboré avec lui le programme. Donc, les bilans qui doivent être faits pour les enfants, on sait que beaucoup d'enfants y échappent. On va toujours être dans cette politique de l'aller vers et d'essayer justement de s'assurer de la bonne réalisation des examens de santé, des examens bucco-dentaires. Il y a un très gros volet sur la santé bucco-dentaire, on pourra y revenir. Ensuite, évidemment, quand on parle de la santé des enfants, il y a tout ce qui se passe à l'école avec tous les troubles 10 dont on parle beaucoup. Beaucoup a été fait d'ailleurs avec des plans sur les troubles du développement, du neurodéveloppement chez l'enfant. Il y a déjà beaucoup qui a été mis en œuvre avec la participation accrue des orthophonistes, des ergothérapeutes, psychomotriciens, kinésithérapeutes. Ça, c'est déjà un premier volet. On va y adjoindre, et c'est déjà en cours, la participation des psychologues. Et là, ça me permet de basculer, parce que tout est lié, vous l'aurez compris, vers la santé mentale, qui est un axe très fort et qui sera un axe très fort du programme du candidat, avec justement la possibilité d'avoir une prise en charge des soins psychologiques par un psychologue, ce qui est une petite révolution quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'on avait besoin et qu'on avait identifié ces problèmes de santé mentale chez nos concitoyens qui ont vraiment été mis en lumière par la crise Covid, les confinements, toutes les masques pour les enfants, ça a généré certainement des difficultés dans les relations avec les uns et les autres. Et nous avons eu des alertes via l'école, via les médecins, et on sait qu'il faut mettre vraiment l'accent sur la santé des enfants et la santé mentale aussi. Il ne faut pas qu'ils soient les oubliés de ce volet santé mentale qu'on pourra développer plus tard. Et puis, évidemment, il y a la prévention dans le cadre de la santé des femmes. On connaît bien déjà ce qui est fait sur la prévention du cancer du col de l'utérus, mais là, il va y avoir aussi une montée en puissance de ce dépistage avec la vaccination également chez les garçons, qui est prévue dans le programme. Je n'ai pas parlé des 11 vaccins obligatoires, mais ça, c'était au début du quinquennat avec Agnès Buzyn, et ça paraît déjà très loin, mais néanmoins, il est quand même normal de le rappeler. Donc, le cancer du col utérin, évidemment, le cancer du sein, où il y aura un accent qui va être bien plus mis, parce qu'on sait très bien qu'il faut aller vers les gens. Malheureusement, le dépistage et la prévention s'adresse à tout le monde, mais on sait très bien que beaucoup y échappent. Et cette politique de l'aller vers, qui a si bien marché dans la crise Covid, pour essayer d'aller vacciner, pour essayer d'aller tester, il va falloir le déployer dans le cadre de la prévention. Je pourrais parler encore du cancer colorectal, bien évidemment, et surtout, on va mettre l'accent, il faudra mettre l'accent sur les maladies cardiovasculaires, parce qu'on sait que les femmes sont souvent pas les grandes oubliées, on ne peut pas dire ça, mais en tout cas, dans le cadre des formations, on le sait, dans le cadre de traitements, dans le cadre des expérimentations sur les médicaments, la recherche ne se fait pas spécifiquement vers les femmes. Et par exemple, dans le cas de l'infarctus du myocarde, on sait très bien que les signes cliniques ne sont pas les mêmes chez les femmes et chez les hommes, et que très souvent, elles-mêmes ne sont pas capables de l'identifier. Donc, éducation à la santé, prévention sont des mots qui nous semblent très importants, bien sûr. Là, je parle déjà beaucoup, peut-être. Je ne sais pas. Il va falloir aussi, évidemment, on a parlé de l'activité physique. Et dans le cadre du cancer, qui mieux qu'une kinésithérapeute d'ailleurs pourrait vous parler de l'activité physique, parce que sans prêcher pour ma profession, nous savons soigner par le mouvement et nous connaissons l'importance de l'activité physique. Il y a eu des maisons sport santé qui sont montées en puissance et qui permettent de déployer sur tout le territoire l'activité physique
et d'aller vers, encore une fois, ceux qui en ont besoin, ceux qui sont porteurs de maladies chroniques, ceux qui ont des cancers, parce qu'on sait que dans le cadre de la prévention de la récidive du cancer, eh bien, l'activité physique joue un rôle majeur. Mais en tout cas, voilà un axe encore important dans lequel on doit aller. Donc, on va aller vraiment vers tout le monde, c'est-à-dire les enfants, les femmes, les porteurs de maladies chroniques. Évidemment, je n'oublie pas les bilans de dépistage qui ont été prévus à tous les âges, parce qu'il faut vraiment mettre un accent important dans le cadre du bien vieillir et accompagner les personnes pour qu'elles puissent rester le plus longtemps à domicile et faire la prévention des chutes. Il y a déjà un programme qui a été dessiné très récemment par Brigitte Bourguignon et qui va monter en puissance aussi, avec des bilans qui vont être faits à plusieurs âges de la vie pour justement dépister les facteurs de fragilité que peuvent avoir les aînés et éviter justement de rentrer dans le cycle infernal de la chute, de l'hospitalisation et de la dépendance. Alors Philippe, ça me permet de te passer tout de suite la parole, mais très rapidement, l'une des grandes problématiques qu'on a à l'heure actuelle dans le système de santé, c'est le lien entre le sanitaire et le médico-social, et la dépendance chez la personne âgée, la prévention des chutes, la prise en charge de la personne en risque de dépendance. Est-ce qu'il y a des pistes sur lesquelles le candidat va travailler? Les pistes clés, c'est la coopération entre les différents secteurs. Premier sujet majeur. Donc ça, c'est un sujet, on a bien identifié ce problème. On voit que c'est plus facile à dire qu'à faire, si ce n'est que le Covid n'a rentré. On voit que ce sujet, c'est un sujet de territoire, c'est un sujet de proximité. Et donc, comment on donne plus de possibilités dans le territoire, à la fois aux acteurs du secteur sanitaire, public, privé, libéral et du secteur médico-social, de chasser en meute, comme on dit dans mon pays, c'est-à-dire d'avoir ensemble une réflexion populationnelle pour répondre aux différents besoins. Ça fait partie du gros chantier de la méthodologie derrière et qu'il faudra traiter juste après, on vient d'en parler. Et puis, le sujet clé, c'est la prévention. C'est chez Club 100% santé, où tu es sûr, et notamment aux âges clés, et en particulier à 75 ans, tu es sûr d'avoir un bilan. On voit bien que ce sujet est absolument essentiel. Et du coup, arrêtons de parler de dépendance, parlons d'autonomie. Et donc, tout le discours du président et du candidat, c'est bien qu'on s'oriente sur une logique de l'autonomie. La prévention, ça marche avec l'autonomie. Je pense que c'est ça qui est important. Par contre, ce qui m'a surpris, je me permets de poser une question. Le sport et le sport pour les enfants. Bien sûr, il y a un volet du sport pour les enfants à l'école, bien sûr, mais il y a aussi dans la ville. Tout doit être fait sur les mobilités également. Il y a eu un rapport qui vient d'être rendu à l'Assemblée nationale sur les nouvelles mobilités actives. Et donc, il va falloir justement, avec l'épidémie, on pourrait dire, de surpoids que l'on voit chez les enfants, le manque d'activité qui a été majoré, on l'a vu par la crise Covid, au sortir des différents confinements, on a bien vu les dégâts que cela avait fait et surtout la perte d'habitude de bouger et de faire du sport. Donc bien sûr que ça va être un élément majeur qui a été identifié par le candidat et qui va être mis en œuvre, mais pas seulement à l'école. D'ailleurs, il y aura 30 minutes d'activité physique par jour à l'école, mais c'est au-delà de cela, dans la politique de la ville et dans tout ce que l'on va pouvoir déployer pour faire bouger davantage les enfants, mais aussi leurs parents. François, un commentaire? Je suis dans la marque, parce que vous avez dit tout à l'heure, pas de lampe de bois. Ouais. Donc ça, j'aime bien. Et il y a un truc qui est passé, je n'ai pas envie de laisser passer. Quand vous avez présenté, vous avez dit, pendant chose a été fait sur la prévention. Non, je parle des questions qui viennent des 50 dernières années. Ouais, et la vaccination et les tests. Je suis d'accord. Quand même. Enfin, je veux dire, il ne faut pas qu'on oublie, on a tendance un peu à oublier ça, mais quand même, s'il n'y avait pas eu la crise et tout ce qui a été fait sur la vaccination et les tests avait été fait sur le dépistage, on serait vraiment plus que très content. N'oublions pas ça. J'accepte totalement la critique, mais je dis que simplement sur la politique de prévention, si on reprend les 30, 40, 50 dernières années, il ne s'est pas passé grand-chose. On avait un système qui était centré sur le soin et qui avait cette espèce de doxa centrée sur le soin qui va manquer et qui manque. C'est l'occasion de donner la parole à Sébastien Mirek. Donc Sébastien qui s'occupe de la question des territoires et qui va nous parler des territoires. Et moi j'ai envie, Sébastien, de te poser la question en tant qu'élu local d'un village du Nord Côte d'Or.
parce qu'on est quand même, on fait partie de la même région, on n'a plus rien. C'est-à-dire on a un désert total, on a un désert médical, bien entendu, parce que ça vient après le désert total. Et on a, voilà, on a une situation qui est complexe à l'heure actuelle, mais qui ne touche pas simplement le Nord-Côte d'Or, qui touche Paris. Paris est un désert médical, qui touche le 9-3, qui touche beaucoup d'autres départements. Qu'est-ce qui va être mis en place pour faire en sorte qu'on fasse bouger tout ça de manière positive? Merci pour cette question. Alors, je ne suis pas élu dans le Nord de la Côte d'Or, même si je connais, mais je sais bien. Donc, moi, déjà, je voulais souligner, déjà remercier pour cette invitation à donner l'opportunité d'échanger. Deuxième point, je voulais quand même souligner l'engagement des soignants. On a vu que la crise a montré, et j'étais aux premières lignes, en anesthésiste réanimateur que je suis, au sein du système, au sein de notre région. Et donc, on a vu que notre système fonctionnait avec des fragilités. Donc, c'est quoi la méthode maintenant? L'idée, c'est de construire ensemble. Construire avec vous, comme ce qui a été signalé. Et donc, l'idée, c'est d'intégrer toutes les parties prenantes et partir à ce qui avait été signalé par Philippe et François juste avant, et aussi Pascal, c'est de reprendre toutes les parties prenantes, repartir du territoire et aller, si le candidat est élu demain, au lendemain des élections, créer une conférence. J'ai un écho, par contre, je suis désolé. On l'a pas, on l'entend très bien. D'accord. Donc l'idée, c'est de redonner la parole à la fois aux citoyens, aux élus, aux professionnels de santé sur les évolutions du système de santé. Voilà. Et c'est de débattre, alors sans langue de bois. Langue de bois, en tant qu'anesthésiste, j'ai un peu du mal à la visualiser. Par contre, de débattre sans tabou, ça me paraît important. L'objectif, c'est quoi? Et on l'a signalé en préambule, c'est de redonner l'accès aux soins avec des soins de qualité pour toutes et pour tous. Ça, je crois que c'est le préambule, un des premiers points que le candidat a mis dans le manifeste qu'il a adressé à toutes les Françaises et Français quand il a parlé de la santé, c'est la prévention et la lutte contre les déserts médicaux. Ça, c'est extrêmement important. Alors, dire qu'il y a une recette miracle quand on est élu dans le nord de la Côte d'Or et que demain, on va résoudre tous les problèmes, ça serait fou. Et on le connaît en tant que praticien. On sait que ce n'est pas aussi simple que ça. Et on ne va pas, comme ça, d'une baguette magique, résoudre tous ces problèmes, même si, effectivement, il y a des choses qui ont été faites. La suppression du numerus clausus, des actions qui ont été menées lors de ce quinquennat, et on pourrait y revenir. Il faut plus voir sur une mobilisation d'une palette d'outils. Moi, je pense que c'est ça qui est plutôt intéressant dans ce programme que l'on porte au nom du candidat. Déjà, c'est aider les médecins de ville, les dentistes. C'est faciliter leur quotidien, redonner du temps médical. Et ça, c'est extrêmement important et ça permet de mieux suivre leurs patients. Alors, comment on le fait? On le fait avec les assistants médicaux. Ça, c'est une solution qui a été mise en place, qui n'est pas complète, parce qu'actuellement, elle est autour de 3000, je crois. Donc, on peut aller beaucoup plus loin. On peut travailler sur des nouveaux modes d'exercice, notamment on peut parler des infirmiers salariés qui pourraient être subventionnés par l'assurance maladie, en appui aux médecins dans les zones les moins dotées. On peut aussi parler de création d'assistants dentaires, comme ça peut se passer dans beaucoup d'autres pays. Et là, il faut travailler avec l'ensemble des composantes et l'ensemble des représentations de ces spécialités. L'autre point, qui est là la méthode, c'est s'appuyer sur tous les professionnels. Ça, c'est un point qui est très fort. En fait, on a quand même 10% des Français actuellement qui n'ont pas de médecin traitant. Et ça, c'est un réel problème. C'est un réel problème que le candidat s'est emparé. Les Français, on pourra, avec ce programme, on pourra choisir un infirmier référent ou un pharmacien référent. Donc, en étendant les missions de ces professionnels, notamment en lien, bien sûr, avec le médecin traitant. Bien sûr, c'est toujours en lien avec ce médecin traitant, mais on pourra mettre en place le renouvellement d'ordonnances, avoir accès à une écoute, à un conseil, la prise de rendez-vous, l'orientation dans le système, parce qu'en fait, ce qu'il nous faut, c'est la porte d'entrée dans le système de santé. Et donc, cet infirmier, ces pharmaciens référents vient en support, vient en complément dans les territoires qui en ont besoin. Et bien sûr, on laisse l'agilité aux territoires de s'organiser. Ça, c'est un point qui est important. Et puis, la possibilité aussi pour les pharmaciens, les infirmiers de réaliser plus d'actes du quotidien, avec des protocoles, avec des arbres décisionnels. Ça me parle en tant qu'anesthésiste, pour pouvoir éventuellement faire des prises en charge sur la cystite, sur d'autres points. Voilà. Le renfort massif dans les déserts médicaux. Comment on règle ce problème? Ça, c'est le troisième point. Alors là, on peut en parler. On peut utiliser un point qui a été nommé, c'est l'innovation en santé. L'innovation en santé, avec le déploiement de la téléexpertise. On pourrait y revenir. La télémédecine, ça, c'est un point qui nous parle. Par contre, il faut bien penser à l'humanisation de tout ça. Et donc, à nous d'imaginer
cela en lien avec les médecins, les soignants qui sont sur le terrain. Ça, c'est extrêmement important. La 4e année d'internat pour la médecine générale, dans les centres de santé, dans les zones sous-dotées, ça c'est un point sous-dense. Et puis envisager ce qui se passe déjà en fait avec les groupements hospitaliers de territoire, les hôpitaux hors les murs. C'est-à-dire que les spécialistes de l'hôpital se délocalisent et vont au plus près de la population, ce même concept d'aller vers. Et ça, c'est un point qui me parle, c'est de dire aller se déplacer sur le territoire et ça parle à tout le monde. Ça, c'est un point important. Et le dernier point, c'est améliorer l'accès aux urgences. Parce qu'en fait, il faut avoir, pour les urgences, il faut traiter l'amont et il faut traiter aussi l'aval. Et là, on va traiter l'aval. Et donc, comme on traite l'aval, on le traite avec le service d'accès aux soins qu'on va déployer et qui va nous permettre, par un numéro unique, ce qui est déjà le cas, hein, de donner un rendez-vous médical dans les 48 heures. Et ça, c'est un point très fort parce que le service d'accès aux soins va nous permettre d'avoir cette réponse aux citoyens qui souhaitent, qui ont une question, quelle qu'elle soit. Et on sait que plus de 30% des appels à régulation Centre 15, ça parle à François, sont du conseil. Donc, il faut vraiment qu'on aille plus loin par rapport à ça. Et donc, le service d'accès aux soins est une des réponses. Vous voyez une palette d'outils qui nous permettent de répondre à cette problématique quand on est élu, fin fond de la Côte d'Or, que je connais bien, dans Saône-et-Loire, que je connais bien aussi, ou la semaine dernière en Corrèze, ou dans d'autres territoires, parce que cette palette d'outils va permettre vraiment d'être au plus près des territoires, au plus près de la population pour répondre à ces questions d'accès aux soins. Alors moi, ça me parle bien parce que c'est des notions qui ont trait à la notion de démocratie sanitaire. Et on voit combien la démocratie sanitaire peut être constructive quand on mobilise en particulier les associations de malades, les élus locaux sur le territoire pour créer des projets. Et c'est quelque chose qui va tout à fait dans le sens de ce pourquoi je milite depuis des années. Philippe, un commentaire par rapport à cette… Mais un commentaire, je crois que ce qui est important de ce que vient de dire Sébastien, c'est qu'on est dans une palette. Parce qu'on est tous, on peut imaginer à chaque des solutions caricaturales. On va envoyer tous les jeunes, ils vont se démerder, ils vont arrêter les problèmes. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. D'abord, c'est un effort qui doit être collectif. C'est-à-dire qu'on doit tous se retrousser les manches. C'est certes les jeunes, et il suffit de voir leurs propositions, regardez ce qu'a écrit récemment l'intersyndicale sur les internes, qui est prêt à aller bouger, comme le soulignait Sébastien. Mais en même temps, c'est les plus anciens. Il faut peut-être qu'on sorte un peu de nos établissements et qu'on aille un peu également dans les territoires. Donc, c'est toute cette palette qui fait qu'on va réussir ensemble. Et pourquoi on va réussir ensemble? Parce qu'en plus, on sera dans cette logique territoire. Et donc, le pilotage en fait, de la réponse qu'on va donner collectivement, elle aura beaucoup de sens parce qu'elle correspondra réellement aux besoins de la population. Alors, tu parlais d'établissement, ça fait partie des points qui sont les points capitaux. On a plus, à l'heure actuelle, à peu près 60% de ce qu'on appelle l'objectif national de dépenses d'assurance maladie qui sont à destination de l'hôpital. C'est un investissement extrêmement lourd qui augmente entre 2,5 pour les gens qui ne sont pas dans la santé à 4% par an. L'hôpital public est extrêmement doté. On a doté en plus l'hôpital public de 19 milliards d'euros dans le cadre du Ségur de la santé. Donc les investissements sont là. Quelque part, est-ce que cet hôpital va devenir d'une certaine manière poreux? Et j'ai envie de poser la question à François, pour faire en sorte qu'il devienne une des forces de la cité et qu'il se mette à travailler de manière fluide avec la ville, avec les autres professions de santé, avec les élus locaux, dans le cadre de contrats locaux de santé, dans le cadre voilà. Est-ce que vous avez pensé à un système qui soit un système plus ouvert de l'hôpital à cette espèce de référence, j'allais dire presque de cathédrale qui est l'hôpital à l'heure actuelle et qui mériterait quand même de s'ouvrir? Est-ce que je peux intervenir un peu? Oui. Quel hôpital? Public, privé? Quelle est la question là? Voilà. Pour moi, la question fondamentale, c'est la question de l'hôpital en tant que tel. Mais je sais très bien qu'il y a des clivages entre l'hôpital public et l'hôpital privé. Mais on ne parle pas de la même chose là, en fait. Tout à fait. Mais je pense quand même que cette notion s'applique à tout l'hôpital, et en particulier à l'hôpital public, qui représente 70% des établissements à l'heure actuelle en France. Si on n'a pas un hôpital ouvert sur la ville, et ouvert aussi sur l'hôpital privé, et ouvert aussi sur d'autres structures, on aura quand même 70% du secteur hospitalier qui va vivre en autarcie. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Et vers quoi vous avez envie qu'on aille, en particulier dans cette fluidification du système de santé et ce passage facile dans les accès aux soins et les trajectoires de santé chez les patients et les parcours de santé pour que les choses se fassent de la manière la plus harmonieuse possible et efficace?
Vous avez dit les éléments clés, hein. La façon harmonieuse, la façon de travailler ensemble. Je crois que ça a été dit, c'est un petit peu l'esprit depuis le début, c'est travailler ensemble à l'échelle d'un territoire. C'est ça l'axe le plus important. Alors, puis bien sûr, il faut tenir compte de ce qui s'est passé pendant la crise. Ce serait complètement aberrant de dire qu'il ne s'est rien passé pendant 2 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à Metz, Grand Est, au front, on a l'habitude, mais quand même. On a travaillé ensemble, on a travaillé avec le privé, on a travaillé avec les cliniques, on a travaillé avec les SPIC, on a travaillé avec les libéraux, médecins, paramédicaux, à l'intérieur de l'hôpital. On a même causé au directeur, extraordinaire. Et on s'est bien entendu. On a travaillé avec les aides-soignantes, tout le monde donnait son avis, on prenait des décisions rapides. Tout ça, on ne peut pas le mettre à la poubelle. On voit que quand le système de santé travaille dans l'ensemble et surtout travaille avec un objectif clair, commun, identifié, on a une force phénoménale. C'est ça qu'il ne faut pas perdre. Or, on est revenu à nos vieilles habitudes. À peine la crise passée, on est revenu à des réflexions en silo, des travails chacun de son côté, on est revenu je ne veux pas dire le mal HPST, parce que dans HPST, il y a des bonnes choses quand même, c'est sa mise en application. On est revenu à des discussions insupportables pour nos médecins, qui sont les parts de marché. Non, ça suffit, il n'y a pas de part de marché. Quels sont les besoins de la population et comment les uns et les autres se positionnent dans les besoins. L'hôpital de façon générale, mais aussi l'hôpital public, il faut quand même en parler, c'est quand même un point d'accroche du système de santé. On ne peut pas dire le contraire. Ça a été fait avec les GHT, avec des avantages, des inconvénients, il n'y a pas de problème, mais c'est le point d'accroche quand même du système de santé. Il faut que l'hôpital tienne. Or, actuellement, l'hôpital vacille. Pourquoi? Parce que les hommes et les femmes dans l'hôpital ont une perte de sens dans leur métier. C'est vraiment très, très clair. Ils sont épuisés de la crise, d'accord, mais ils ne savent plus pourquoi ils viennent travailler. Ils n'acceptent plus qu'on parle de rentabilité, de choses comme ça. Il ne faut bien sûr pas gaspiller l'argent public, mais on voit qu'il y a un profond problème de sens. Moi, tous les gens avec qui je travaille, et puis je crois que nos collègues du privé ou des SPIC ne sont pas à l'abri non plus et ils vivent exactement la même chose. Donc, il faut redonner de l'envie, il faut redonner du sens, il faut savoir pourquoi l'hôpital est là, quelles sont les missions de l'hôpital. Et ça va être quelque chose de très important. Parce qu'il y a là aussi, il y a à mettre sur la table avec nos collègues, est-ce que l'hôpital doit suivre des pathologies chroniques ou est-ce que c'est la médecine de ville? L'hôpital est-il du premier, du deuxième, du troisième recours? Toutes ces questions, il faut qu'on les pose et il faut qu'on y réponde ensemble. Maintenant, il y a quand même des axes forts qui sont mis au niveau du programme. Premier axe fort, ça a été dit tout à l'heure, nos collègues libéraux considèrent qu'ils passent 25% de leur temps à faire de l'administratif. Moi, hospitalier, je dirais qu'on est à 50%. Et pas que les médecins. Quand je parle derrière l'ordinateur et les codages et des machins, il y a plein de tâches administratives qui sont faites. Il y a le syndrome du tableur Excel, c'est insupportable. Insupportable. Moi, je suis chef de pôle, on n'arrête pas de nous demander des trucs, je ne sais même pas si quelqu'un les regarde. Il y a sûrement des choses intéressantes, passionnantes, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Quel est le résultat de tous ces tableurs? Et on a des gens dans l'hôpital, on dit il n'y a pas d'administratif, mais ils ne se roulent pas les pouces, hein. Ils font des tableurs parce qu'on leur demande de faire des tableurs. Bon, voilà, ils bossent autant que les soignants, hein, ils ne rentrent pas plus tôt chez eux le soir, c'est pareil. Donc la première chose qui a été annoncée par le candidat, pour moi c'est essentiel, c'est supprimer les tâches administratives inutiles. Alors, ça a l'air anodin comme ça, c'est quoi les tâches administratives inutiles? C'est énorme, c'est une révolution, c'est un changement de paradigme majeur. Et là, c'est une task force, faite de soignants, faite de gens de l'administration de l'hôpital, 6 mois. On fait le tri, on dit ça c'est utile, ça c'est pas utile, ça c'est utile, ça c'est pas utile. Avec quel objectif? Prendre en charge les patients. Répondre aux besoins de santé d'un territoire. Ce qui ne répond pas aux besoins de santé d'un territoire, j'exagère, hein, je grossis le trait, c'est mis de côté, on en fait autre chose. Donc déjà, c'est de force sur les tâches administratives. Redonner du temps soignant, y compris à l'hôpital. Moi, ça me rend dingue, vraiment, hein, de voir des médecins passer des heures à faire un planning de service. Je ne vous dis pas, dans les urgences, quand on a 30 ou 40 médecins, c'est du boulot. De voir un cadre de santé enfermé dans son bureau, à digérer des textes, à faire des plannings, à faire des machins comme ça. Pour ça, c'est du travail administratif. On a besoin d'administratif, moins dans les étages, beaucoup plus dans les services, auprès des soignants, pour faire ce boulot administratif. On va créer des soignants en plus. L'humérus apertus, ça augmente, mais ça va marcher dans 10 ans.
dans 15 ans, même pour les professionnels non médicaux, d'autres professionnels de santé. Redonnons du temps aux soignants, ça, on peut le faire vite en supprimant ces tâches inutiles. Renforcer la place du service, ça a été annoncé. Où se prennent les décisions, où se prennent le mieux les décisions, c'est auprès du patient. Et l'échelle auprès du patient, l'échelle idéale, c'est le service. Il y a une vraie cohérence dans le fonctionnement du service. On sait, les plus anciens comme nous, on a connu le service où effectivement, c'était vachement bien. Et puis le chef de service, il pouvait déléguer des tâches à des infirmières sans faire 50 pages pour aller expliquer que ça remonte au niveau national, ça redescend 3 ans après quand la technique est périmée. Donc là, il faut vraiment un choc de simplification au niveau de l'hôpital, et c'est en quoi le candidat Emmanuel Macron s'engage. Une gouvernance plus médicale. Pourquoi ça a marché pendant la crise? Parce qu'on s'est mis côte à côte. C'est pas l'un qui remplace l'autre. Il n'est pas question. On fera jamais. Moi, je ne crois pas intimement qu'on va transformer des docteurs en grands managers. C'est pas de notre nature. Voilà. Un docteur, il avance son arrêt, il change, etc. Par contre, il faut donner des compétences en management à ceux qui veulent prendre des responsabilités. On ne va pas transformer un directeur d'hôpital en docteur. Donc, faisons-les travailler ensemble, trouvons un système pour qu'ils soient forcés de travailler ensemble, donnons plus de médical à la gouvernance. Axer les efforts de 2 axes, peut-être les 3 derniers pour finir. 1, la qualité de vie. Pourquoi la qualité de vie? J'aime pas le terme qualité de vie au travail. Parce que les soignants sont tellement investis dans leur boulot que quand ils ne sont pas bien au boulot, ils ne sont pas bien chez eux. Donc il faut qu'on travaille sur la qualité de vie. Et on nous parle toujours du Ségur en disant c'est bien, c'est pas bien, peu importe. Le Ségur était indispensable. Moi, je dis que c'était le traitement symptomatique immédiat et qu'il fallait le faire. Maintenant, il faut qu'on traite la maladie de l'hôpital. La maladie de l'hôpital, c'est cette perte de sens. Ce sont des soignants qui sont épuisés. Accent sur la qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail doit être un axe fort dans les projets des établissements. L'hôpital, je le disais tout à l'heure, point d'accroche à l'échelle d'un territoire, mais pas pour d'ivoire. Donc l'hôpital doit travailler avec la ville. J'en sais un peu quelque chose avec le service d'accès aux soins. C'est un remarquable travail d'ouverture entre la ville et l'hôpital. Il faut continuer dans cet axe. L'hôpital est un des partenaires de santé à l'échelle d'un territoire. Il doit travailler avec les autres. C'est impératif. C'est un nouveau contrat entre la ville et l'hôpital. Et puis, dernier point, j'aimerais qu'on n'oublie pas l'université. L'université est garante de l'enseignement, est garante de la recherche. Elle a son mot à dire. Elle a son mot à dire pas qu'au niveau des CHU. Elle a son mot à dire au niveau de l'ensemble des établissements de santé, et je dis bien établissements de santé à l'échelle d'un territoire. Voilà un petit peu les grands axes autour de l'hôpital. Redonnons du sens, redonnons de la vie à l'hôpital. Partons de cet hôpital entreprise pour aller vers un hôpital humain, bienveillant pour les patients, les soignés, c'est l'évidence, mais surtout bienveillant pour les soignants eux-mêmes. Alors, moi, j'ai envie de reposer la question, Philippe. Quand j'écoute François, je suis content, parce qu'un système qui soit un système fluide, qui permette à tous les acteurs de pouvoir travailler ensemble, qui soient sanitaires, médico-sociaux, élus locaux, associatifs, ça me convient parfaitement. Sauf que j'ai un problème quand même dans ce pays. Je suis désolé, c'est peut-être une préoccupation personnelle, mais ça, à mon avis, ce n'est pas la seule. C'est que les 50% de temps administratif, il y en a combien qui viennent du 14 du Ken? Ça pose la problématique de la gouvernance. Comment on va faire d'un ministère de la Santé, tel qu'il existe à l'heure actuelle, un ministère qui soit dans l'animation, dans le portage du projet, dans la simplification administrative? Parce que je suis désolé, mais alors là, ce n'est pas quelque chose qu'on voit en France. La simplification administrative et la pression normative sur les structures, fondamentalement, ça s'est un peu amélioré, mais pas beaucoup. Non, mais le sujet clé que vient d'évoquer François, c'est redonner la parole et reconstruire à partir de gens qui sont sur le terrain. Parce qu'effectivement, qui est mieux? C'est les gens du quotidien qui sont capables de construire et de faire remonter. Et donc, tout le problème, comme tu l'as dit, on voit bien que dans tout ce qu'on est en train de dire, on change de paradigme. Et c'est s'il a été décidé de dire que, s'il avait évoqué les uns les autres, de dire qu'il faut repenser la gouvernance, c'est bien repartir d'une gouvernance à partir du terrain. Ça n'empêche pas que l'État a un rôle régalien qui existe sur un certain nombre de sujets. Mais à chacun sa juste place. Et vraiment, c'est cette idée de revenir au service, revenir à cette proximité
redonner la parole. Mais la parole, c'est pas qu'au chef de service, c'est la parole à l'aide-soignant, la parole au PH, la parole à ceux qui sont de ce quotidien, la parole dans le médico-social, et faire en sorte qu'on puisse reconstruire. Donc, est-ce qu'il faut que tout, on se réinterroge à tous les niveaux? La réponse est oui. Parce que, et je pense que le candidat là-dessus a été extrêmement clair sur le fait de dire qu'il faut réinterroger tous les niveaux. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc, c'est bien notre système de santé, comme l'a dit en introduction François, qu'on est en train de réinterroger avec une volonté clairement affichée et surtout, il faut aller vite. Et donc, des calendriers courts. Alors, effectivement, c'est complètement dans la méthode. Hein. Ça a été annoncé par Emmanuel Macron. Le lendemain de l'élection, cette grande concertation sur la santé. Alors, grande concertation sur la santé, vous disiez tout à l'heure, oui, c'est un nouveau Ségur. Il y en a certains qui ont dit non, Ségur, c'est pas assez, c'est un Élysée de la santé. Alors, peu importe le nom qu'on lui donne. Mais en tout cas, c'est un axe fort, c'est revenir vers les territoires. Alors, sous quelle forme? L'État, et je rejoins ce que dit Philippe, l'État est responsable de la santé. C'est un bien commun. C'est hors de question de donner ses responsabilités globales de santé à des niveaux qui ne seraient pas le niveau de l'État. On ne va pas créer des régions très riches où on fait de la santé top niveau et à côté d'une région plus pauvre où on fait de la santé au rabais. Ça, c'est inacceptable dans notre esprit républicain. Donc, c'est le rôle de l'État. Dans ce cadre-là, l'État, il donne le cap, il donne la direction. Là, les sillons, vous allez les creuser dans ce sens-là du champ. C'est son job. Et puis après, il donne la boîte à outils en disant, voilà tout ce qu'on met sur la table. Avec tout ça, vous devez pouvoir continuer votre sillon et aller dans la bonne direction. Mais tout ça, on le donne à qui? On le donne au terrain. On leur dit, voilà un peu les choses. Comment vous voulez les utiliser? Comment vous voulez les faire? Ah ben tiens, à tel endroit, on a imaginé un nouvel outil qui est génial, qui va nous permettre de gagner du temps, ben pourquoi pas. C'est ça l'état d'esprit de cette réforme. C'est les axes sont définis, c'est normal, c'est le rôle de l'État. La mise en œuvre, on fait confiance à l'intelligence collective, on fait confiance au terrain. Et c'est comme ça que ça va se construire dans des délais courts. Je disais tout à l'heure, 6 mois pour supprimer les tâches administratives inutiles. Ça donne un peu une idée des délais vers lesquels on veut globalement aller pour remettre tout ça en place. Mais tout ça, ça ne marchera que si tout le monde se met autour de la table. Et Emmanuel Macron l'a dit, il faut casser toutes les barrières, remettre toutes les parties prenantes autour de la table, avec beaucoup d'ambition et de force. Je prends la citation exacte parce que je trouve qu'elle est très importante. Beaucoup d'ambition et de force. L'ambition, vous avez compris, on en a. La force, on compte sur vous pour nous la donner. Alors moi, je prends le pari que ça peut marcher, sauf que si on se retrouve encore une fois dans un système qui est repris par l'administration et qui fait qu'on va se retrouver avec des articles 51, un article 51, c'est 2 ans. Donc, et même souvent 3 ans. Donc, il va falloir trouver des circulations et surtout des validations des projets qui sont sur les territoires. Et Dieu sait s'il y en a. Il y a une créativité au niveau des territoires qui est super intéressante et avec lesquels des acteurs avec lesquels il faut vraiment travailler et qui font des choses magnifiques de prise en charge. On citait quelques centaines parce qu'on s'est fait un catalogue de ce genre d'initiatives avec les États généraux de la santé en région, mais sauf que pour déclencher ça, il ne faut pas que ça repasse par une validation qui soit une validation qui remonte à Paris et qui redescende sur le terrain 3 ans après. Mais vous savez, quel est l'état d'esprit qu'on pourrait essayer de trouver, l'évolution de ce changement de paradigme qu'il faut qu'on fasse? Jusqu'à présent, on était dans une politique de santé de l'offre. C'est-à-dire qu'on se battait des offres. C'est ça les parts de marché. Puis finalement, il y a des territoires où il y a besoin de n'importe quoi, d'un service de chirurgie cardiaque, puis on se retrouve avec le public, le privé, tout le monde qui se bat pour faire de la chirurgie cardiaque. Ce changement de paradigme, c'est de partir d'une politique de réponse aux besoins. Et c'est vraiment ça qu'il faut intégrer. Et il faut qu'on l'intègre tous. Et ça va être difficile, parce qu'on est chacun dans nos silos et on n'a pas forcément envie de causer avec les autres. Que les docteurs acceptent de causer avec les kinés, avec les infirmières, qu'on fasse du partage de compétences, etc. C'est tout ça qu'il faut qu'on reconstruise. Ça va pas être simple. C'est pour ça qu'il faut nous donner beaucoup de force. Mais on n'a pas de choix. C'est ce qui s'est passé pendant la crise. On a bien géré la crise d'un point de vue sanitaire. De l'autre côté, je n'ai pas les compétences pour le dire. On va bien gérer celle qui nous arrive. Et donc, une question, quand même, à vous trois, mais ce que tu décris, François, est-ce que ça ne réinterroge pas quand même le mode de financement? Forcément.
Il y a des C'est quoi réflexions. les grands axes de réflexion? Alors, les grands axes de réflexion, je prends un exemple sur ce que je connais bien. Je connais bien, c'est le financement des urgences, qui a été réformé là, très récemment. Financement des urgences, c'était à l'activité, etc. Voilà. Un peu le principe de la T2A, j'allais dire, hein, même si là aussi la T2A, de mon côté, enfin, c'est plus complexe que de dire on supprime un gain. Hein. Ben, le financement des urgences, on a travaillé avec les ministères et on a abouti à un financement qui marche sur 3 pieds. C'est pas mal, c'est pour se casser la figure, 3, c'est des trucs classiques. C'est quoi? C'est un financement populationnel qui répond à l'analyse des besoins. C'est un financement à l'activité. Là aussi, les collègues libéraux sont très attachés à ce financement à l'acte, hein, et ça peut tout à fait se comprendre. Et c'est un financement à la qualité et à la pertinence. Je crois qu'on va être obligé de mettre sur la table aussi cette réflexion. Financement populationnel, financement aux besoins, comme on l'appelle, un financement à l'activité, puisqu'il y a des activités qui relèvent bien d'un financement spécifique, et on ne peut pas échapper à la qualité et à la pertinence, c'est indispensable. Bon, Sébastien, à moins que tu aies quelque chose à dire en plus, pour commenter son avis sur l'Occupare et tout ça, autrement on va passer à la question-réponse. Est-ce que ça vous convient? Oui, moi j'avais envie d'ajouter quelque chose quand même, Oui. c'est que j'ai confiance dans les territoires, parce qu'on voit que des territoires émergent des idées et que sur les territoires, les acteurs se parlent très facilement. On l'a vu dans des MSP d'ailleurs déjà, on l'a vu dans des CPTS qui sont déjà en cours. Et vous parliez des articles 51 qui ont quand même évolué. On a les articles 66 maintenant et on peut donner, c'est pas forcément plus simple, mais du territoire, localement, il y a des choses qui se sont faites et qui ont bien fonctionné. Après, c'est vrai que ça remonte en haut pour redescendre après la HAS et toutes les strates que l'on connaît bien complexifient. Mais lors des expérimentations sur le terrain, si on peut s'inspirer de ça, en sachant aussi que tous les territoires n'ont pas les mêmes besoins, parce que n'ont pas les mêmes besoins en santé, n'ont pas les mêmes démographies, les mêmes âges, les mêmes indicateurs de santé. Donc il faut vraiment s'adapter au plus près du territoire et c'est ça la méthode. Et c'est de ça qu'on pourra tirer quelque chose de positif pour les usagers et les patients. Mais je pense que vous réclamiez de l'ambition et de la force. Vous en aurez parce que les territoires sont créatifs. Absolument. Et que c'est en s'appuyant sur les territoires qu'on arrivera à faire des choses qui seront des choses novatrices, mais encore faut-il leur laisser cette possibilité de respirer et de bâtir. Nous en sommes convaincus et on sait que de toute façon, ma région, le Sud-Gironde, n'a pas les mêmes besoins que chez Sébastien ou dans l'Est de la France, bien évidemment. Alors, maintenant, on va passer aux questions et aux réponses. Alors, je vous demanderai à chaque fois que vous prendrez la parole de vous présenter, parce que moi, je vous connais tous quasiment, enfin, au moins ceux qui sont déjà affichés dans les 6 premiers. Younes, comme tu fais partie de Nil, désolé, mais je ne vais pas te donner la première question, je vais passer tout de suite la première question à Giovanna. Honneur à Giovanna. Et ensuite, Jean-François, tu prends la deuxième question. Puis après, Gérard. Donc, bonjour, merci beaucoup de me donner la parole. Donc, Giovanna Marsico, je suis depuis le 3 janvier directrice du Centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, mais j'ai été précédemment, pendant 6 ans, déléguée au service public d'information en santé, au ministère de la Santé, et précédemment encore directrice d'association en oncologie et engagée sur la démocratie sanitaire. Donc, les sujets que, Olivier, tu as évoqués, et puis Madame la Présidente, vous également, sont des sujets qui me touchent particulièrement. Moi, il me semble qu'il n'a pas été évoqué dans cet échange la question plus large de la santé publique et de la place de la santé publique. Je le dis parce que dès lors qu'on parle de prévention, de permettre l'adhésion des populations notamment spécifiques, ayant des besoins spécifiques, dès lors qu'on parle de réorganisation sur les territoires, d'implication des acteurs du territoire, on parle de santé publique. Et actuellement, la santé publique reste un peu le parent pauvre de la santé, justement toujours avec une logique plus de soins que de la prévention, mais aussi du suivi et tout le reste. Et donc, pour être très, très rapide, il y avait 2 questions que je souhaitais évoquer. L'une, celle de l'information et de la connaissance
des enjeux de santé publique de la part de la population. Donc, quid de la littératie, quid de la capacité de chercher les informations, les comprendre et les actionner de la part de toute personne, quel que soit son niveau d'éducation. Et puis, le deuxième point est plutôt celui, deuxième et troisième. Le deuxième est celui de l'implication justement des acteurs qui accueillent les personnes pendant la plupart du temps, donc l'école, on a évoqué, l'entreprise, pour les personnes qui ne font pas partie de l'entreprise, donc les libéraux, les personnes âgées, quid de leur capacité d'être accompagnés au-delà de l'appui sur les professionnels de santé, c'est-à-dire quid des autres rôles qui peuvent être portés par des tiers. Et puis la troisième, évidemment, c'est pour la démocratie sanitaire, quelle est la place de l'État pour impulser cette démocratie sanitaire à laquelle je suis terriblement attachée, mais qui, depuis des années, a commencé à devenir un peu, je dirais, un peu organique, un peu très structurée et en fait moins impulsive, mais aussi moins forte. Voilà, je termine. On ne vous entend pas, je crois que réactiver le micro. Sébastien pourra nous parler de toutes les innovations et de toute la mixité qu'on apporte avec les innovations, ces clusters, etc., qui se mettent en place. Après, avec la santé publique, moi j'ai l'impression que depuis tout à l'heure, on ne parle que de santé publique. On parle de santé, entre parenthèses publique, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Et je pense qu'il faut peut-être sortir la santé publique de son enfermement, entre guillemets, pour parler de santé simplement, de santé globale, de cette santé dont on veut un peu tous faire la différente déclinaison. Je reviendrai sur les personnes âgées, puisqu'on a évoqué ça tout à l'heure, mais on n'est pas rentré dedans. Là, il y a des choses très claires sur les personnes âgées. Si on interroge nos concitoyens, certains vont être loin d'en faire partie, plus de 65 ans, 90% veulent, ouais, moi aussi, 92% veulent vieillir chez eux. Voilà. Et ce mur pour le vieillissement, il est devant nous. 1 million de plus de 75 ans en 2025, 2 millions en 2030. Donc on est vraiment devant nous. Donc il faut une action forte vis-à-vis des personnes âgées pour le maintien à domicile. C'est déjà ce qui a été annoncé. La notion de guichet unique. On parle beaucoup de guichet unique. C'est vrai que ça peut énerver, mais c'est vachement important. Quand vous êtes obligé d'aller chercher pour une personne en perte d'autonomie des renseignements à droite, à gauche, on baisse les bras très très vite. Et j'en sais quelque chose. Donc, ces guichets uniques, en lien avec les départements, cette maison de l'autonomie, ça c'est essentiel, c'est un engagement. La prime adapte. Cette prime adapte qui va permettre d'adapter le domicile, d'avoir un monte-escalier, d'avoir une douche à l'italienne plutôt qu'une baignoire, enfin des trucs extrêmement pratiques. Ça va couvrir jusqu'à 70% des dépenses. C'est entre 500 000 et 1 million de personnes qui vont pouvoir en bénéficier. Donc voilà les choses qui sont vraiment importantes. Plus 2 heures d'aide à domicile pour faire du lien social, pour bouger, pour parler, pas simplement pour faire ce qu'ils sont obligés de faire très très vite, à savoir l'aide, etc. Vraiment, voilà les engagements forts pour le maintien à domicile. À l'autre bout, je dis bien à l'autre bout, puisqu'on a un truc au milieu qui est important, à l'autre bout, on a les EHPAD. Les personnes arrivent en EHPAD de plus en plus dépendantes. Moi, je les appelle au SAMU, c'est des GR1, GR2, GR3, 4, c'est même plus la peine. Donc, il faut renforcer les EHPAD. On a ajouté 20 000 postes déjà pendant le quinquennat, c'est 50 000 de plus d'infirmières et d'aides-soignants dans les EHPAD, 25% d'effectifs en plus. Là, c'est un engagement fort. Mais une fois qu'on a fait le maintien à domicile des EHPAD, il y a un trou entre les deux. Et ce trou, il faut le combler. Ce sont des personnes qui ont une petite perte d'autonomie. Le domicile classique, ça ne marche plus, qui ont besoin d'être avec d'autres, d'échanger. Et dans cette position intermédiaire, il y a un engagement de 100 000 places. 100 000 places. La moitié dans des habitats innovants, pardon, le béguinage, des résidences seniors, et la moitié dans aussi un peu qu'on parle depuis longtemps, il est temps de le mettre en place, c'est des équipes mobiles, les EHPAD hors des murs.
venir voir chez les personnes, venir sur place plutôt que de les déplacer dans les EHPAD et de les enfermer dans les EHPAD. On sait bien tous que malheureusement, le syndrome de glissement, il existe quand les personnes âgées viennent à l'hôpital, il existe aussi quand elles sont en EHPAD. Et puis à domicile, et puis dans cette solution intermédiaire, il y a tout ce qui est proposé pour les aidants. C'est essentiel. Reconnaître les aidants comme existants, et Emmanuel Macron l'a dit. Pour les aidants, là aussi, un interlocuteur unique, un point de contact unique, de proximité, 2 semaines par an pour pouvoir se reposer, une prise en charge, soit d'une hospitalisation, en tout cas d'un hébergement, soit d'aide à domicile. Et puis, rassembler un petit peu tout le monde pour créer un statut de l'aidant, parce que Emmanuel Macron l'a dit, l'aidant, il sacrifie une partie de sa vie personnelle, une partie de sa vie sociale, une partie de sa vie professionnelle. Donc, on voit bien que tout est organisé, en tout cas on projette tout ça en termes d'organisation pour les personnes âgées, maintenir à domicile, favoriser les aidants, enfin aider les aidants, finalement, c'est ça. Développer des solutions intermédiaires, renforcer l'encadrement soignant dans les EHPAD. Donc, une vraie politique. C'est difficile de prendre les choses, vous voyez, de façon un petit peu dispersée. C'est vraiment un ensemble qui va, et c'est ça la santé publique. En tout cas, moi, c'est comme ça que je la conçois. Prévention, dépistage, soins et suivi accompagnement. Peut-être pour ajouter, pour Giovanna Marsico, ce qu'elle disait, c'est vrai que les postes en santé publique, notamment l'internat de médecine, on voit, ne trouvent pas forcément preneur, mais je pense que la santé publique, elle s'adresse à tout le monde, en effet, comme elle disait. Donc, le renforcement de tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, et c'est l'idée aussi que la porte d'entrée peut être par tout professionnel de santé. Quand vous avez une infirmière à domicile, elle peut dispenser des messages de santé publique, la même chose quand vous allez chez votre kinésithérapeute par rapport au tabagisme et autres. Donc, il y a les actions de l'État, évidemment, et ça va passer par la formation initiale avec un renforcement, ça a été prévu et annoncé, de tout ce qui est santé publique dans les formations initiales de tous les professionnels de santé. Tout ce qui va être éducation à la santé à l'école, ce sont des messages de santé publique aussi qui passent. Et c'est vrai qu'elle souligne ce trou dans la raquette qu'il pourra y avoir chez certains publics qui échappent aux campagnes de dépistage, qui échappent à tout cela. Et là, ce sera l'aller vers avec des campagnes dédiées qui se feront spécifiquement. Alors, on a parlé de l'école, on parle de l'entreprise, bien évidemment, puisqu'il y a une loi qui a été votée, qui renforce la santé au travail, mais on sait qu'il faut aller vers les autres personnes qui échappent à cela. Et ça, c'est prévu aussi, je crois, Philippe, tu veux rajouter? Oui, et en développant notamment pour ces populations moins, c'était clairement également marqué et dit, cette notion d'aller vers dans une logique de médiation en santé, comment, et on l'a bien vu avec le Covid, comment on donne envie à quelqu'un de se réintéresser à la santé. Donc ça, c'est vraiment toute cette politique du hors-mur, aller vers les gens avec éventuellement des gens qui nous servent d'interface pour que finalement les messages passent et aider les gens à s'orienter, aller vers, aider à s'orienter. Alors, question suivante, Sébastien. Ben, je voulais compléter. Oui, je voulais compléter en fait ce qui a été dit. Donc, il y a eu un rapport qui a été rendu là par le professeur Chauvin sur la refondation de la santé publique. Et son approche est extrêmement intéressante. Elle a été rendue le 4 mars 2022, 20 ans après la loi droit des patients. Et un rapport extrêmement intéressant où on parle de santé globale. Et je crois que la santé publique, comme ce qui est évoqué, c'est une vision globale de tout ça. Il faut parler à tous les âges de la vie, ces inégalités à la racine, en fait. C'est de là qu'il faut les prendre pour qu'en fait, on puisse parler à la fois de santé, mais et là, ça me parle, c'est que avant d'être malade, on va bien. Et en fait, il faut qu'on en parle en amont. Et là, l'anesthésiste que je suis, ça me parle bien, ça. Donc, ce système de santé globale est plutôt très intéressant. Et un point que je nommais tout à l'heure, qui était l'innovation en santé. Un des systèmes pour aller faire de l'aller vers, et je vais enlever ma main devant ma tête parce que je suis très enjoué de pouvoir participer. Un des systèmes pour pouvoir faire de l'aller vers, c'est l'innovation en santé. Je parlais tout à l'heure de comment humaniser cette innovation en santé. Mais en fait, en redonnant ce temps médical, on va pouvoir se permettre de redonner de l'humain à la prise en charge, à l'accès aux soins. Il y a aussi mon espace santé qui a été créé. Alors, je voyais dans les questions qui étaient posées qu'il ne faut pas parler du bilan. Bah, si, il faut en parler. En fait, ça a du sens parce qu'en fait, c'est un continuum. Comme on le dirait, comme on l'a déjà dit, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne? Donc, ça fonctionne. Continuons sur ce fait-là. Donc, il y a un continuum. Mon espace santé a été créé. Et ce système de mon espace santé va nous permettre à la fois de mettre des applications où le patient devient acteur,
acteur dans sa prise en charge pour le diabète, pour la maladie chronique, avec un suivi personnalisé, une médecine personnalisée, hein, du soin. Et ça parle bien, en fait. Ça, c'est, à mon sens, quelque chose d'extrêmement intéressant. Voilà. Et puis, toute l'innovation, et on pourra revenir sur ces points-là, mais avec le CSIS 2030 qui a été présenté, France 2030, le CSIS, avec des projections, des grands axes, des choses qui nous parlent moins, la biotech, mais en fait, l'avenir de la médecine, il est où? Il est aussi là. Les thérapies innovantes, il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes au niveau de la médecine qui vont permettre de révolutionner nos prises en charge aussi, qu'on va faire tous les jours. Donc, il faut aussi faire de la France, redonner à la France le fleuron et d'être le fleuron au niveau d'innovation en santé. Et donc, c'est ces caps qui ont été donnés. Et donc, la méthode va permettre, avec cette concertation, cette grande conférence, d'y revenir. Voilà. Juste une dernière petite remarque, oui, puisque même c'est très court, hyper schématique. On parle de démocratie sanitaire. Il y a quelqu'un qui se reconnaîtra peut-être s'il est là, qui représente beaucoup d'associations de patients, qui m'a dit osons la démocratie de santé. C'est-à-dire, effectivement, on est à 20 ans de la loi Kouchner, ça a apporté, il y a énormément de choses, le terreau est là, mais osons aller plus loin en redonnant aussi la parole aux soignés. Mais je crois sur un plan sémantique qu'on a d'abord eu la démocratie en santé, puis ensuite on a voulu nous en faire une démocratie sanitaire, et je suis d'accord avec toi, il faut qu'on revienne à une démocratie en santé. De santé. De santé, où les associations et les acteurs peuvent véritablement prendre la parole, s'exprimer et surtout co-construire avec les acteurs de santé. Alors, il y a un secteur, je suis désolé, je ne vais pas prendre les questions dans l'ordre, mais il y a un secteur dont on n'a pas parlé, qui me semble absolument essentiel, qui nous a manqué pendant la crise, qui est le secteur industriel. Et je vois qu'il y a Karine Pinon, qui est la présidente de l'AMLIS, qui est l'association des petites et moyennes entreprises dans le domaine de la production de produits de santé. Et j'ai envie de passer la parole à Karine tout de suite parce qu'elle va peut-être nous poser une question sur ce secteur qui, à mon avis, me semble quand même important. Merci Olivier. Déjà, merci pour l'organisation de ce networking-là, qui est très intéressant. Oui, on voulait parler effectivement de la partie industrielle qui, effectivement, n'a pas encore été jusqu'à présent évoquée, et notamment sur cette indépendance sanitaire qui aujourd'hui est bien mise à mal, notamment pour les produits que l'on dit matures, qui traitent 70-80% en fonction des études des pathologies chroniques de tous nos concitoyens. Et ces produits dits MITM fabriqués en France ont, de par le passé, subi beaucoup de baisses de prix. On arrive aujourd'hui à un niveau de prix qui est en dessous, parmi les plus bas d'Europe. Et donc, on arrive dans une situation où il est difficile de maintenir la production, même si les exploitants, les industriels souhaitent le faire en France ou en Europe, en raison de ces prix extrêmement bas. Donc aujourd'hui, moi, ce que je voudrais aussi, c'est qu'au niveau de cette campagne présidentielle, on se pose la question de quel est le prix que l'on veut accorder à notre santé. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des produits qui parfois sont à 1,30 €, 2 € la boîte de médicaments pour un mois de traitement. Et pour ça, on va appliquer toutes les réglementations qui sont parfaitement légitimes à appliquer avec un système qualité, avec un système de sérialisation sur le médicament. Encore une fois, nul ne conteste l'importance de ce système qualité, mais il y a un moment où on ne peut plus mettre un service qualité avec un prix qui est à 2 € par mois le traitement. Et donc aujourd'hui, il me semblerait intéressant qu'on interroge les Français sur quel est le prix que l'on souhaite impliquer dans notre santé, parce qu'on accepte de payer une baguette tradition à 1,30 €, mais une boîte de médicaments sérialisée, parfois des injectables stériles, atteignent à peine 2 €. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une vraie question. Si on veut effectivement maintenir cette indépendance sanitaire qui a été démontrée comme hyper importante durant la crise sanitaire. Et donc le point, c'est comment peut-on arrêter ces baisses de prix, surtout dans un contexte où on a en plus aujourd'hui à faire face à une inflation. Aujourd'hui, en moyenne, les coûts de production ont en moyenne monté entre 5 et 8% sur l'industrie.
Et aujourd'hui, on est, nous, dans une enclume entre nos coûts de production qui augmentent et nos prix qui sont fixes. Voilà. Merci Karine. Alors, peut-être que Pascal… En deux temps peut-être. Ouais. Dans un premier temps, le point est bien pris et bien identifié, puisque dans notre mission de relais, on a reçu beaucoup d'acteurs, évidemment, et ça a fait partie une des premières notes que j'ai fait remonter et que nous avons clairement identifié. Justement, ça a été pris dès le début et ça a été pris en compte et remonté parce que c'est transversal à la santé, à l'industrie, à l'innovation. Donc, ce point-là a été très clairement identifié. À ce stade, moi-même, je n'ai pas de réponse. François, tu voulais compléter avec Sébastien, je ne sais pas. Non, juste de compléter sur 2 points sur le médicament. Hein. Il y a quand même des choses, quand je parlais tout à l'heure des sillons et des sillons qui vont être prolongés, il y a 2 choses qui sont déjà sur la table. Il y a déjà la mise sur le marché plus rapide de médicaments qui sont montrés comme particulièrement innovants. Ça, c'était une demande forte, c'est mis sur la place. Trodénavir, par exemple, dans certains cancers du sein, c'est un bon exemple. Et l'autre fait, c'est qu'il a été clairement mis aussi sur la table la valorisation du fabriqué en France pour les médicaments, hein, dans le calcul du prix. C'est un engagement qui a déjà été mis sur la table. Donc, on voit bien que les axes vont dans le bon sens. Et puis, comme pour le reste, hein, c'est ça qui perturbe un petit peu lorsqu'on parle du programme, c'est que on attend tous des mesures précises tout de suite. Non, les axes sont donnés et on rediscute avec les professionnels et c'est exactement ce qui va se passer pour ces questions très précises. Alors question suivante. Oui. Je suis désolé parce qu'il nous reste 20 minutes et j'ai encore plein de questions. Mais le point a été pris, donc ça fait partie des choses importantes. Jean-François, tu avais une question. Je reprends mon ordre. Oui, bonjour à tous, Jean-François Gérard Barret. Alors, en 2 secondes, je vais essayer d'être très bref, conscient qu'il y a du monde qui attend. J'ai exercé la médecine générale semi-rurale 40 ans, 20 ans en libéral et 20 ans en mixte. J'ai été médecin co, j'ai fait de la gériatrie. Ensuite, je me suis investi dans des associations diverses, l'institution ordinale au CNOM, où actuellement je préside la commission démographie médicale, où j'ai essayé d'impulser une connaissance prospective et qualitative du système. Et deuxièmement, au niveau de mutuelles de santé que j'ai présidé pendant plusieurs années, ce qui m'a donné l'occasion de travailler avec tous les professionnels de santé. Et le mot paramédical ne me convient absolument pas, pour moi. Donc, question centrale, quelle est la place de la médecine générale qui sera dans la réflexion proche? Pourquoi? Parce que j'ai subi pendant 40 ans une dégradation inexorable de ce métier et je pense qu'une des conséquences de cette dégradation est le manque d'attractivité des médecins généralistes actuellement. On parle de leur désir de ne pas s'installer, c'est inexact, ils sont en quantité totalement insuffisante. Après, il y a le problème de la qualité. Le qualitatif est majeur. Donc, il faut leur donner des capacités d'attractivité et ne pas constater, pour parler démographie médicale, dans une diminution de formation des médecins généralistes depuis 10 ans, de perte de 1000 étudiants en médecine générale en moins chaque année de formés. Et je résume, cherchez l'erreur. Alors, là, il faut cette réflexion. Ça n'est pas un discours. Oui. On fait court. Il faut… Très court, place de la médecine générale, en redéfinissant le périmètre métier, en accord avec tous les professionnels de santé, parce que je ne suis absolument pas dans les guerres de position, dans les blocs, dans les rencontres de blocs. Il faut retrouver un périmètre métier à la médecine générale. Merci. Il y aurait tant de choses à dire. Sébastien, tu peux répondre? Ouais. Je reviens sur ce point, effectivement, qui est un point qui est très fort. Et là, c'est le médecin qui parle et le conseiller ordinal aussi. C'est qu'il faut qu'il y ait un renfort massif dans les déserts médicaux. Ça, c'est un point qui est très fort par rapport à ça. Donc, ce qui veut bien dire derrière, il y a à mon sens, 2 mesures qui répondent dans la palette d'outils qui sont proposés. À la fois, c'est la 4e année d'internat pour la médecine, pour les médecins généralistes, qui doit être fait avec les représentants et notamment les jeunes qu'on a pu écouter et qui sont très intéressés par ça. Et donc, ça permet de redonner dans ces zones une attractivité. Il y a un autre point qui, à mon sens, est intéressant, c'est l'accompagnement des jeunes talents, qu'ils soient médecins, professionnels de santé, paramédicaux, on peut les nommer tout comme on veut, qui sont issus de ces territoires sous-dotés.
Et ça, c'est extrêmement intéressant parce qu'on sait que sur le territoire, les jeunes vont aller plus s'installer dans les endroits dont ils sont issus. Voilà. Alors moi, effectivement, venant du Creusot, natif du Creusot, je ne suis pas installé au Creusot, je suis à Dijon, mais c'est le même territoire sanitaire. Donc je suis un exemple de praticien, mais il n'empêche que quand on arrive à repérer ces jeunes talents sur le territoire, dans ces territoires souhaités, qu'on les soutient financièrement, pour les suivre dans les études, qu'on peut les soutenir sur le plan de l'installation, il y a un point très fort par rapport à ça. Ce qui veut bien dire que derrière, il y a un soutien non négligeable à la fois à la médecine générale, mais à la médecine au sens large. D'autant plus depuis la suppression du numerus clausus qui permet déjà, on sait le temps long qu'il y a par rapport à ça, pour permettre une plus grande formation de praticiens, dont les médecins généralistes qu'on a besoin. Voilà. Merci Sébastien. Gérard, on a un représentant de l'Académie de médecine avec nous. Gérard, tu as la parole. Gérard, tu m'entends? Si tu m'entends, tu es en mute. Il appuie ça. Voilà. Alors, désolé. Alors, je commence par remercier question les intervenants parce que leur présentation a été particulièrement intéressante. Et je voudrais faire deux remarques, une demande et une proposition, mais ça va aller très vite. Alors, deux remarques. La première, c'est la médecine scolaire, désespérance totale du personnel qui est en voie de disparition totale. Comment mettre ça en parallèle avec la priorité pour l'enfant? Bien sûr, tout ne passe pas par la médecine scolaire et je ne parle même plus de la médecine universitaire, mais à l'évidence, là, il y a un historique qui est en train de disparaître. Le deuxième, c'est le mépris envers l'industrie pharmaceutique qui conduit à un déclassement de l'industrie française. Et on en a une démonstration extraordinaire. On était parmi les premiers en ce qui concerne la vaccination, on est parmi les derniers dorénavant, puisqu'on a droit avec un vaccin avec une technologie ancienne à la fin pratiquement de la pandémie. Bien sûr, on va entrer en période endémique, pardon. La période épidémique pandémique va disparaître. On va entrer en période endémique et on va avoir un vaccin à l'ancienne 2 ans après l'apparition de la maladie. Donc, je tenais à insister sur ces deux points pas différents l'un de l'autre. En ce qui concerne la demande, comme on vous l'a dit, je suis professeur de santé publique, j'ai commencé à avoir un certain âge, et en 1988, nous étions un groupe de 5 que les médias ont appelé les 5 sages, et qui a conduit à la loi Evin. Ensuite, ce même groupe, un peu plus nombreux, a conduit au décret Bertrand, ce qui montre que la gauche et la droite sont capables de progrès en santé publique, notamment avec l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Alors, en ce qui concerne LREM, je dirais qu'en ce qui concerne le tabac, le candidat actuellement président a rempli absolument ces engagements que nous avions obtenus au travers d'un questionnaire, notamment en ce qui concerne le prix. Par contre, sa complaisance extrêmement amicale envers l'alcool et les alcooliers fait tâche dans le domaine de la santé publique en ce qui le concerne. Et je donnerai simplement comme exemple qu'on n'a pas pu obtenir une amélioration de l'indication de la dangerosité des boissons alcooliques pour la femme enceinte, malgré tous les efforts qui ont été faits. Donc même cette petite chose n'a pas pu être obtenue. Alors simplement, ce club qui s'appelle maintenant Club de santé publique vous a envoyé un questionnaire avec 23 questions extrêmement pratiques, pas du tout des choses dantesques, très très pratiques du style de ce que je viens d'indiquer. Nous n'avons pas obtenu de réponse, nous aimerions avoir la réponse. Et le dernier élément, c'est une proposition. Comme vous l'avez démontré, la santé publique et la santé tout court, c'est quelque chose d'énorme. Alors, sur le plan gouvernemental, pourquoi noyer la santé avec les affaires sociales? On n'a que faire en parallèle la santé avec les allocations familiales et les retraites. Il faut absolument, et l'Académie de médecine vient de prendre position sur le sujet, un ministère de la Santé et de l'assurance maladie seul, pas du tout les autres éléments des affaires sociales. Actuellement, on a un ministère des Affaires sociales et accessoirement de la santé. Et comme à chaque fois, soit dans la santé est gérée et reléguée dans un secrétariat d'État ou diluée dans un ministère des Affaires sociales. Pourquoi ne pas faire un ministère de la Santé et de l'assurance maladie afin que le ministre ait en tête la santé
et que la santé, bien sûr en relation avec d'autres éléments, mais l'ensemble des financements, ceux de son ministère et celui de l'assurance maladie. Voilà ce que je voulais, les questions que je voulais vous poser. Merci. Merci beaucoup, Gérard. Merci. Oui, très court, parce qu'effectivement, il y a plein de questions. Concernant le questionnaire, on va vérifier ça, mais c'est vrai que tout le monde envoie des questionnaires, donc on va s'assurer que la réponse soit donnée en temps et heure, c'est-à-dire en gros avant 15 jours, quoi, hein. Donc c'est en cours, il n'y a pas de problème. Et puis le concept de santé globale dont vous parlez est bien sûr très important. Sous quelle forme il doit se matérialiser d'un point de vue politique, c'est le candidat qui prendra sa décision et qui présentera sa décision. Mais on l'a dit, le concept de One Health, de santé globale et de l'importance de la santé est vraiment au centre de l'ensemble du programme. Alors, la question suivante, c'est pour Claude Pigement. Et puis après, je vais faire encore une fois, je vais faire une digression. Je passerai la parole à Olivier Laplanche parce que justement, il fait partie d'une association de malades. On n'a pas eu d'association de malades jusqu'à présent. Et il travaille justement sur le concept de sport dans le cadre de la prise en charge du cancer. Ça rejoint ce que disait Pascal, donc je serais très intéressé par prendre sa question. Claude et ensuite Olivier. Désolé pour les autres. Bonjour Olivier, vous m'entendez ? Vous m'entendez? Oui, oui. Très bien. Bon, bonsoir Olivier, bonsoir tout le monde. Moi, je suis médecin et je suis actuellement au conseil de surveillance de l'ARS Île-de-France. Alors, très rapidement, 2 remarques et une question. La première remarque, elle est positive. Je salue effectivement dans le programme de Macron d'insister sur les délégations et les partages de tâches qui me paraissent très importants. On l'a trouvé dans le PLFSS 2022. Marisol Touraine l'avait mis en route effectivement dans la loi santé de 2016. Et je pense qu'effectivement, le partage des tâches et le partage des compétences est une manière de répondre aux problèmes d'accès aux soins. Deuxième point, c'est la conférence proposée sur l'accès aux soins, qui me paraît intéressant à condition que vraiment les citoyens soient intégrés à côté des élus et des professionnels. Parce que c'est vrai qu'on l'a vu sur la Convention climat, on avait beaucoup d'espoir effectivement sur la Convention climat et on a été déçus à la sortie. Donc l'idée est intéressante, mais on verra les résultats. Le point qui me paraît quand même le plus discutable, c'est sur l'hôpital. C'est-à-dire que le Ségur a répondu effectivement aux questions quantitatives avec les 9 milliards qu'on doit saluer, mais je trouve qu'il n'a pas vraiment abordé le problème qualitatif, le problème de l'organisation de l'hôpital, les liens entre l'hôpital et la ville. Et là-dessus, moi, je suis un peu déçu, effectivement, par les propositions sur la partie hôpital. Monsieur Braun dit il faut partons de l'hôpital-entreprise. Non, moi, je dis ni hôpital-entreprise, ni hospitalocentrisme, parce qu'il ne faut pas non plus revenir à l'hospitalocentrisme, même si je salue le rôle, effectivement, de l'hôpital public pendant la période du Covid. Et j'en viens maintenant à ma question sur les déserts médicaux. On est dans une situation de guerre de religion entre ceux qui sont pour la coercition et ceux qui sont pour l'incitation. La coercition, c'est les élus, ils ont leur logique. L'incitation, c'est les jeunes médecins en considérant qu'ils ont passé un contrat avec l'État pour la liberté d'installation. Donc, la proposition qui est faite effectivement par le candidat Macron, c'est l'incitation. Mais moi, j'ai entendu à la conférence de presse qu'il proposait un conventionnement sélectif dans les zones surdenses. Alors, j'aimerais qu'on m'explique le nouveau mode, disons, de en même temps, de grand écart, en disant d'un côté, on veut l'incitation, mais le candidat Macron envisage, d'après ce que j'ai entendu, un conventionnement sélectif dans les zones surdenses. Merci de m'avoir écouté. Merci Claude. Je crois que c'est François qui va répondre. Très rapidement, sur l'organisation de l'hôpital, j'ai dit tout sauf l'hospitalocentrisme, justement. C'est pas parce que j'ai dit que c'était quand même un pilier de notre système de santé, il faut le reconnaître, mais c'est pas de l'hospitalocentrisme. C'est l'hôpital avec ses missions au sein d'un territoire avec les autres. Donc ça, je crois que c'est très clair par rapport à ça. Alors, sur le en même temps, comme vous dites sur les déserts médicaux, pourquoi pas la coercition? Parce que ça marche pas. Parce que quand on regarde où ça se passe partout, et il y a un très beau travail de l'adresse de décembre dernier qui fait un peu du benchmarking sur tout ce qui s'est passé et ce qui se passe dans les pays étrangers, la coercition d'imposer 3 ans d'installation dans un territoire pour les jeunes, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas ça qui les fait rester. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, où Sébastien disait il n'y a pas de solution miracle, il y a un ensemble de solutions. Celle-là, toute seule, elle ne fonctionne pas. Donc, elle n'est pas utile. Puis, on ne cherche pas à avoir des mercenaires qui restent 3 ans.
On cherche à avoir des médecins de famille qui suivent toute la famille. Donc, c'est ça le concept. Après, comme ça a été dit par Emmanuel Macron, tout est sur la table, y compris la régulation de l'installation. La régulation de l'installation, il y a beaucoup de choses, mais ce qu'on fera à Bordeaux, ce n'est pas ce qu'on fera dans la Moselle-Est et ce n'est pas ce qu'on fera en Bretagne. Donc, il y a des besoins, il y a des responsabilités. Ces responsabilités, on les partage. On sait les soignants, les soignés, les élus. Et c'est tout le monde qui prend des décisions. Il n'y a pas de solution qui est faite. Il faut pourtant répondre aux besoins. Donc, on verra quelle application est décidée par l'État. Ça reste un rôle régalien de l'État. C'est l'État, in fine, qui s'assure que tous les Français ont la même réponse, qu'il y a une équité face à la santé et face aux soins. Mais voilà, c'est pas... Il n'y aura pas une décision unique qui va s'appliquer partout. Ça ne marche pas, ça on le sait. On l'a bien vu pendant le Covid. Il y aura surtout une conférence avec toutes les parties prenantes qui pourra déterminer justement quels sont les besoins et quelles sont les envies. Et il faudra écouter surtout les usagers, les patients, les soignés. Je crois que c'est justement le lien est fait. Je crois que exactement, notre prochain interlocuteur. Et le lien est fait pour Olivier. Olivier, je te passe la parole tout de suite. Olivier qui mène un combat, d'ailleurs, qui est un combat magnifique. Et c'est vrai que, franchement, il faut le soutenir dans son association. Oui, bonsoir. Merci Olivier pour tes mots. Monsieur Braun va penser que je le harcèle parce que c'est la 3e fois maintenant que je vais échanger avec lui en très peu de temps. Mais voilà, merci pour cette présentation ce soir. Je vais parler en effet de l'activité physique à but thérapeutique, mais un peu plus largement. Il y a des très très belles initiatives depuis le quinquennat précédent et au sein du quinquennat qui se termine là. Il y a vraiment des choses qui vont dans le bon sens de la prise en charge holistique, de l'amélioration de la qualité de vie pour l'ensemble des patients en ALD et touchés par une pathologie chronique. En revanche, moi, c'est peut-être un garde-fou quand même, c'est essayer de faire en sorte, que ce soit pour le monde associatif, mais pour l'ensemble aussi dans la confiance donnée aux acteurs, que ce soit les acteurs associatifs comme les patients, dans tout ce qui est fait et ce qui est proposé, aller dans le sens de la simplification, de la facilitation. Ça a été dit ce soir à d'autres niveaux et dans d'autres domaines. On arrive en ce moment sur une stratification extrêmement complexe de tout ce qui nous est demandé à nous, acteurs, qu'on espère agiles, intelligents et force d'innovation. On n'est absolument pas là pour râler dans notre coin et dire que les choses vont pas bien. Au contraire, Olivier, tu le sais, on est porteur d'un article 51, porteur d'un PRME, on est porteur lauréat Impact 2024 avec le COJO. On essaie vraiment d'aller dans le sens d'à chaque fois ce qui nous est proposé pour améliorer la vie des malades. Mais là, en ce moment, l'exemple peut-être un petit peu dommageable, c'est une très très belle idée, c'est le forfait post-cancer, avec des bilans APA, des bilans psy, des bilans diète. Déjà, pourquoi que les bilans et pas les séances? Mais la conception au niveau national de l'article de loi, puis ses déclinaisons en région, ont fait qu'on est vraiment dans quelque chose de très 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 complexe, qui se voudrait innovant, qui l'est sur le fond, mais sur la forme, honnêtement, on est plutôt sur du Minitel de 1993 que sur du 2 voire 3.0. C'est très compliqué entre les porteurs de projets, entre les ARS et dans la compréhension de ce qui est censé pouvoir être opérant. Donc, donner de la confiance aux acteurs, donner de la confiance aux patients pour pouvoir aller encore plus dans le sens de la prévention. Juste un rappel, la Cour des comptes a fait une étude assez triste finalement sur la prévention en France. Ce n'est pas le montant financier qui manque, selon la Cour des comptes, c'est vraiment l'organisation et la capacité à évaluer ce qui est fait en France dans les préventions. Et donc là, si on pouvait simplifier à chaque fois, enlever toutes ces strates entre toutes les tutelles, leurs représentants dans les territoires et vraiment aller un petit peu plus vite, comme tu le disais, Olivier, je termine là-dessus. On le sait maintenant qu'il va falloir généraliser les 51 et ceux où l'activité physique est au cœur de la fusée, il faudrait peut-être vraiment accélérer encore plus ces 51-là. Merci. Merci Olivier. Sébastien? Merci pour cette intervention qui effectivement revient sur des points qu'on a nommés et étant acteur du terrain, on nomme très bien, on s'identifie très bien à ces points-là. Donc un des points qui a été proposé par le candidat et qui est une proposition à mon sens très forte, c'est miser sur l'intelligence collective et puis redonner de cette souplesse au terrain. Et comment à la fois on redonne la liberté qui est donnée aux soignants,
à la fois au sein d'un service hospitalier, comme le précisait François, au sein d'une maison de santé, par exemple, mais pour que les professionnels s'organisent comme ils l'entendent. Ça, c'est un point qui, à mon sens, est très fort parce que c'est cette organisation de proximité. On fait confiance au terrain, qu'on soit à la ville, qu'on soit à l'hôpital, qu'on soit dans du rural. Globalement, on donne cette chance-là. Et puis, un point très fort sur la prévention. Cet item-là, il y a un point qui est sur la gouvernance territoriale hôpital-ville sur les enjeux de santé publique au niveau local. Il faut que les soignants du territoire décident eux-mêmes le parcours de prise en charge des patients. Et on peut nommer là typiquement le sujet de l'insuffisance cardiaque qui va être différent en fonction de la situation locale. C'est un des exemples, mais en fait, il y en a plein d'autres. Et qu'en termes de santé publique, et c'est très très bien nommé dans ce que vous dites, ce n'est pas l'argent qui est mis sur la table, c'est des mesures au niveau global qui permettent de faire de la prévention. Et c'est ce qu'on nommait en préambule. Hein, la prévention, elle se fait dans la santé, mais en fait, elle se fait partout ailleurs aussi. Donc, ces points-là, en donnant de l'agilité, et nous, les professionnels, c'est aussi se redonner, on s'engage aussi là-dessus. En tout cas, on remonte ces informations pour qu'on donne de la souplesse, de l'agilité au terrain. Et on comprend et on entend tout à fait ces problématiques-là. On arrive vraiment à la fin du débat. J'ai envie de donner la parole à Arnaud Vincent. Arnaud, tu expliques ce que tu fais dans la vie et bien entendu, tu nous exprimes ta question avec grand plaisir. Bonjour, merci Olivier. Donc moi, j'apporte un son de cloche un tout petit peu différent. Donc je travaille chez Euraseo, donc c'est un fonds d'investissement. Et je suis responsable d'un fonds d'investissement en santé. Et la question que j'ai, c'est sur le financement de la santé. On a beaucoup parlé de financement public, mais je voudrais aussi parler du financement privé et du rôle des fonds d'investissement dans la santé. À mon sens, ils ont un rôle majeur pour favoriser l'innovation en France. Et je pense qu'on a tous en tête, en Allemagne, pendant l'époque du Covid, l'exemple de BioNTech, qui est une biotech qui a été financée par des fonds d'investissement comme un exemple assez frappant. Et d'une manière générale, les fonds d'investissement en France doivent mieux porter l'innovation, doivent mieux accompagner les PME en santé françaises avec une volonté de mieux servir les patients et de venir servir la souveraineté sanitaire. Donc moi, j'ai démarré un nouveau fonds d'investissement chez Euraseo il y a 1 an, qui est un fonds public-privé. Un 5e de nos fonds viennent des pouvoirs publics et les 4/5e viennent des assureurs français avec une volonté de venir en aide aux PME en santé en France, de les aider à grandir via des financements. Mais en fait, il faut voir un fonds d'investissement comme une espèce de méta-incubateur, un véritable accélérateur d'entreprise qui vient apporter son savoir-faire, ses compétences du monde de l'entreprise au service de la santé et des patients. Donc ma question est assez simple, c'est dans le programme du candidat Macron, quelle est la place de ces fonds d'investissement? Et bien sûr, on a tous en tête l'affaire Orpea avec évidemment un point noir évident. On a tous à l'esprit cette affaire-là et d'ailleurs d'autres en santé qui ont pu préexister. Ma conviction la plus profonde, c'est qu'il y a un véritable intérêt à faire rentrer dans la danse de la santé au service des patients, ce que sont les fonds d'investissement, non seulement leur capacité financière, mais leur capacité d'accompagnement. Merci. Merci Arnaud. Sébastien, peut-être? Je vais revenir sur ce qui a été annoncé et globalement ce qui va être un continuum, c'est le CSIS 2030 qui revient sur ce point-là, où il y a un plan quand même de plusieurs milliards qui a été pour la recherche et l'innovation en santé, avec la proposition d'une création d'agences innovation en santé qui est en attente, mais surtout un investissement sur la recherche biomédicale qui permet aussi de décloisonner cette recherche et puis d'investir massivement derrière. Donc ça, c'est à mon sens un des éléments qui permet de répondre à cette question-là. Alors après, tout dépend comment on voit le décloisonnement. Mais pour être aussi dans un centre hospitalier universitaire, ce décloisonnement, il est public-privé, et donc on peut avoir une réflexion autour de ça. Donc quand même 1 milliard pour renforcer la recherche biomédicale. On investit dans 3 domaines de demain de la santé, qui est quand même à la fois les biothérapies, ce qu'on nommait avec les thérapies innovantes, tout ce qui est santé numérique, les maladies infectieuses émergentes. Et là, en l'occurrence, je crois que le Covid nous a montré que derrière, il fallait qu'on puisse se préparer au futur potentiel pandémique sur lequel on pourrait faire face. Et puis, l'objectif final du
président quand il a annoncé le CSIS, mais là candidat, c'est de faire de la France un leader sur les essais cliniques avec à la fois une accélération et puis une simplification des autorisations des essais cliniques et de pouvoir redonner le cadre économique cohérent pour la souveraineté des industriels qui s'installeraient sur le territoire national, donc national et européen. Donc ça, je pense que c'est des points qui sont très forts, en fait, qui tracent des caps, qui nous permettent de faire un investissement fort sur l'innovation et puis derrière, eh bien, de travailler ces coopérations publiques-privées, comme vous le nommez, et dont le détail, eh bien, on laissera le candidat s'exprimer s'il souhaite le faire. En tout cas, voilà, moi je pense que déjà c'est des réponses très très fortes qui sont un continuum finalement, voilà, par rapport à cette partie innovation, santé et fonds d'investissement. Merci Sébastien. On arrive malheureusement à la fin de cette heure et demie que j'aurais aimé voir durer 3 heures, mais enfin bon, il faut que les bonnes choses s'arrêtent au bout d'un moment. Philippe, toi qui es notre grand témoin un petit peu, est-ce que tu peux nous tirer une conclusion de toute cette réunion, de cette table ronde? D'abord, merci. Je trouve que c'est très riche. Pour moi, on n'est pas dans il y a 4 faucons. On est sur à la fois du diagnostic, à la fois des propositions concrètes, et qui, à mon avis, correspondent bien à ce qu'on peut entendre tous les jours quand on se promène dans les établissements sanitaires, médico-sociaux, publics et privés. Donc, on n'est pas dans c'est pas de présentation, c'est de la vraie réalité, c'est de l'opérationnalité. Donc, merci. Maintenant, on voit bien qu'il y a des chantiers devant nous. Et je pense que c'est intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent. Il faut qu'on y participe tous. C'est-à-dire qu'on aura des choses à construire très vite, rapidement, tous ensemble. Je pense que c'est un message fort qui a été retenu. Tout n'est pas construit, mais il y a des pistes claires. Mais en même temps, il y aura un certain nombre de choses à construire. Et redonner la parole. Moi, je pense qu'un élément clé, c'est que vraiment tout le monde puisse participer, bien sûr les patients, bien sûr les aidants, etc. Je pense que c'est ça qui est un élément qui est assez structurant. Donc, merci beaucoup. Je pense que s'il y a des questions, si vous en êtes d'accord, peut-être les relais, les personnes peuvent poser, si vous avez encore des questions via Olivier, tu les feras communiquer. Et puis, les grandes axes sur le programme qui va être diffusé, mais je pense que les relais, vous êtes bien sûr à la disposition, comme vous le faites de façon avec beaucoup d'énergie et de bienveillance, pour nous accueillir toutes les questions et les personnes qui veulent pouvoir échanger avec vous. Donc, merci beaucoup à tous. On vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Merci encore. Et puis, n'oubliez pas une chose, c'est que si vous êtes là, c'est parce que on est sûr que vous voterez, quel que soit votre vote, mais faites du battage autour de vous pour que les jeunes en particulier, que les personnes âgées, que les gens qui sont un peu isolés votent aussi. C'est un devoir de citoyen et là-dessus, on a tous notre écho à porter. Très bonne soirée à tous et à très bientôt. Salut. Merci. Merci, au revoir. Salut, Sébastien. Au revoir, Sébastien.